nous remettons tout en cause. Nous venons de Keene, de Paris, de Guada, du Bronx et de Rio. Nous sommes globaux par nature. Nous ne cherchons pas seulement des emplois, nous cherchons du sens. Nous sommes à la fois anciens et modernes. Nous avons du style et nous voulons le pouvoir. Nous sommes un nouveau type de conquérants. Aucun gouvernement ne nous représente pleinement. Nous animons tout ce que nous touchons. Instagram, Facebook, Twitter, musique, mode, sport, culture. Nous sommes le mélange détonnant du hip-hop et de l'afrobeat. Nous sommes séparés par de fausses divisions, mais personne ne peut nous arrêter. Nous sommes un mouvement. Notre nation ne connaît pas de frontières. Nous sommes Trace. Bonsoir, donc toujours en direct d'Emerging Valley. Nous allons parler sur cette session d'ICC, Industrie culturelle et créative. Merci Trace pour cette vidéo qui introduit parfaitement la thématique. C'est une session un peu particulière qui va se dérouler en 2 plateaux de 20 minutes. Un premier plateau où on va essayer de voir comment on valorise, comment on repère et on valorise les talents sur le continent et quels sont les acteurs de ce repérage et de cette valorisation des talents. Et puis un deuxième plateau, également de 20 minutes, où l'on essaiera de voir s'il y a des solutions d'accompagnement des jeunes talents africains. Sont avec moi Virginie Connet, du groupe Trace. Bonjour Virginie. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Ensuite, nous avons Nourine pour Gemini Africa. Pardon Nourine, excuse-moi, une petite absence. Et puis notre ami Chaye Okio de la SACEM. Bonsoir. Voilà. Vous présenterez plus longuement quand vous prendrez la parole. Alors, les ICC en Afrique, c'est un sujet évidemment important quand l'on connaît la démographie du territoire africain et cette jeunesse africaine qui veut créer et veut porter ses projets. Je vais commencer par Chaye parce que finalement, c'est peut-être toi le point de départ de tout ça. Quand on m'a parlé de toi, de Chaye Okio, pour représenter la SACEM, je ne te cache pas que pour moi, la SACEM, c'est en gros le gendarme des droits d'auteur. Et ça s'arrête là. Et puis hier, on a discuté tous les deux et j'ai compris que c'était bien d'autre chose. Et je voudrais que tu partages avec les gens qui nous regardent ce que fait la SACEM sur le territoire africain et pourquoi finalement vous êtes à la base de bien des choses et de bien des développements de cette filière des ICC. La SACEM a pour cœur de métier de collecter, de répartir des droits d'auteur. C'est même la toute première société de droits d'auteur musical à avoir été créée au monde, donc en 1851. Donc c'est une vieille dame, mais elle a toujours su se régénérer au fil des ans. Et aujourd'hui, la SACEM, c'est la première société au monde en termes de collecte de droits d'auteur. Sur le continent, on est présent, on s'intéresse de près parce qu'on a un véritable ADN africain. Il faut savoir que depuis les années 60, de grands noms des musiques africaines nous ont fait confiance. Je citerai rapidement Myriam Makeba, Fela, Manu Dibango, qui sont des figures tutélaires des musiques modernes africaines. Et aujourd'hui, on a des milliers de membres. Et sur le continent, on est vraiment aux côtés des créateurs, aux côtés de la création, pour contribuer à l'instauration d'une culture du droit d'auteur. Parce que c'est ce qui fait toujours défaut aujourd'hui et qui fait que concrètement, en termes de droit d'auteur, le respect reste un objectif à atteindre. Et en termes de chiffres, on ne fait vraiment pas le figure. Aujourd'hui, on a collecté à peu près 9,3 milliards d'euros de droits d'auteur, donc en 2020 plus précisément, et l'Afrique représentait seulement 64 millions, donc moins d'1%. Donc c'est assez dramatique quand on connaît la prégnance de la musique qui, sans être un cliché, est vraiment présente du berceau à la tombe. C'est une vraie réalité, elle rythme chaque instant de la vie en Afrique et les usages sont multiples et sont vraiment massifs. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, clairement, le compte n'y est pas. Il y a un gros travail de pédagogie à faire et c'est quelque chose sur lequel on s'implique beaucoup.
notamment en essayant de renforcer les capacités des créateurs de leur environnement professionnel, en faisant du lobbying aussi auprès des pouvoirs publics pour qu'ils comprennent l'importance des droits d'auteur qui sont vraiment la colonne vertébrale des industries culturelles et créatives. On ne peut pas parler d'industrie culturelle et créative durable en Afrique si on ne règle pas la question du respect de la propriété intellectuelle. Donc il y a cet effort-là que nous faisons avec d'autres acteurs qui sont impliqués sur le continent. Il y a également un gros travail pour accompagner les créateurs, leur proposer, leur débloquer des opportunités parce qu'aujourd'hui, notamment grâce au digital, les cartes sont rebattues en faveur des créateurs africains, mais encore faut-il qu'ils puissent saisir les opportunités multiples et variées qui se présentent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à la base de tout, il y a la pédagogie, parce que si on ne comprend pas l'univers dans lequel on navigue, on ne peut pas s'en saisir, on ne peut pas y prospérer. Juste un point que je voudrais que tu évoques, parce que on en a parlé aussi hier, pardon, excusez-moi, la gymnastique du masque. Hier, on a évoqué ensemble notamment ce rôle donc, de plaidoyer auprès des gouvernements. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est, si vraiment les choses évoluent et si les gouvernements comprennent l'importance de légiférer sur les droits d'auteur pour permettre aux créateurs de développer leur talent et puis aussi de développer la filière économique qui va avec? Les choses bougent lentement. Encore une fois, une culture, ça ne s'instaure pas du jour au lendemain. On a des sociétés de gestion collective qui ont moins de 50 ans sur le continent pour la plupart. Alors que, comme je disais, la SACEM, c'est depuis 1851 qu'on existe. Donc, il y a ce travail-là à faire, mais on sent quand même qu'il y a des signaux positifs, notamment au Nigeria, où aujourd'hui le gouvernement affiche en tout cas une volonté de mettre vraiment le cap sur les ICC, parce qu'il a, semble-t-il, compris tout ce que ça pouvait apporter au pays, tant au niveau économique, mais également en termes d'attractivité du territoire, hein, et puis de pacification aussi, puisque la culture en général adoucit les mœurs. Encore une fois, ce n'est pas un cliché. Donc aujourd'hui, il y a des fonds qui ont été mis en place au Nigeria pour soutenir de façon spécifique les industries culturelles et créatives. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça légifère vraiment à tout va. Il y a eu, il y a 2 mois, une série de décrets d'application qui ont été pris pour débloquer beaucoup de dispositifs législatifs qui étaient toujours en attente, notamment sur la copie privée et sur, même en ce qui concerne le statut des artistes. Donc oui, clairement, on sent qu'il y a une envie. Les gens se rendent compte, notamment via la musique et l'audiovisuel, qu'il y a un véritable potentiel pour le continent. Et oui, progressivement, la donne est en train de bouger. Merci Tchaye pour ces précisions. On reviendra vers toi tout à l'heure. Je vais donner la parole à Nourine Rachwan, pardon, pour Gemini. On parle de détection des talents, de valorisation des talents, et je sais que Gemini Africa fait beaucoup de choses en la matière. Alors on a parlé musique, on va parler aussi un peu cinéma, je pense, puisque vous avez un focus assez fort, une expérience assez forte sur le cinéma. Tu peux nous expliquer, Nourine? Oui, avec plaisir. Donc, nous, ce qu'on fait, en gros, nous, on est une société d'investissement égyptienne. On donne aux startups et aux entrepreneurs des services. Donc, on commence par faire des investissements, soit directs, soit vers quelqu'un de notre partenaire, puisqu'on fait partie d'un groupe un peu plus large qui s'appelle Orascom, qui est un groupe pionnier dans le développement au Moyen-Orient. Ensuite, on fait du mentoring, on fait des programmes d'incubation, on fait aussi du business matchmaking. Donc, on prend les entrepreneurs, on les relie aux opportunités de business. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est que l'année passée, on a pensé pourquoi pas aller là où il n'y a personne qui a vraiment pas pensé. Et donc, le monde du cinéma et l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux? C'est la technologie. Et donc, qui maîtrise vraiment la technologie? Ce sont les entrepreneurs. Et du coup, là, l'année passée, lors d'un festival qui est reconnu en Égypte, qui s'appelle El Gouna Film Festival, on a organisé le premier événement de pitch. On a eu 100 candidatures. On a choisi 10 startups qui sont allées pitcher leurs idées devant non seulement des investisseurs, mais aussi des directeurs et des gens du monde du cinéma. Puisque le monde du cinéma, c'est un monde qui est vraiment fermé.
et l'accès, c'est vraiment pas facile. Et donc, le fait de donner l'opportunité aux jeunes et aux entrepreneurs d'aller, de pitcher leurs idées et d'avoir vraiment cette exposition et cet accès à ce monde-là, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, on a pu détenir la propriété intellectuelle au niveau mondial, d'avoir introduit cette nouvelle piste entrepreneuriale, le cinémathèque. Donc, comme la fintech, comme l'agritech, maintenant on a le cinémathèque. Et on a pu faire ce modèle-là une autre fois cette année, mais on a voulu aussi élargir un peu l'impact, que ce ne soit pas seulement des startups égyptiennes, mais aussi qu'on va au-delà et qu'on va en Afrique. Et du coup, on a eu une startup qui est venue pitcher son idée et qui a eu le 3e prix cette année. Elle venait de l'Ouganda. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a été aussi appelé par le Festival de Cannes, le marché du film, le Festival de Berlin et d'autres festivals internationaux qui veulent répliquer ce même modèle-là chez eux. Et du coup, c'est que le fait de prendre tous les jeunes entrepreneurs africains, leur donner cette exposition-là. Et donc, on ne parle pas seulement de jeunes entrepreneurs africains, puisque ça va un peu au-delà. Donc, c'est vraiment donner la chance à tous les jeunes, tous les gens qui ont des idées innovantes qui peuvent servir l'industrie du cinéma, soit d'une façon directe, soit d'une façon indirecte. Merci Nourine. Pour moi, cet exemple, il est vraiment hyper important et il illustre parfaitement des choses que l'on défend au sein d'Africa Link. Hein. C'est que l'approche de la relation entre l'Europe et l'Afrique et l'Europe, elle doit être complètement repensée, surtout du côté européen d'ailleurs. Et elle doit fonctionner vraiment, les relations doivent fonctionner vraiment dans les deux sens. Qu'elles soient business, culturelles, tout ce que vous voulez, les relations doivent vraiment fonctionner dans les deux sens. Là, on a une bonne pratique initiée en Afrique qui intéresse le Festival de Cannes et qui donc est récupérée ou répliquée au sein du Festival de Cannes. Je trouve ça vraiment exemplaire et bravo à Gemini Africa. Je me tourne vers Trace. Oui, on peut les applaudir, effectivement. Tout à fait. C'est un très très bel exemple qui j'espère, sera multiplié. Je me tourne vers toi, Virginie, vers Trace, qui nous a gentiment passé la vidéo tout à l'heure sur les valeurs de Trace. On parle musique, on parle cinéma. Qui ne connaît pas Trace? Mais Trace, ce n'est pas que la musique, c'est aussi une nouvelle stratégie que tu vas peut-être nous expliquer. À toi la parole, Virginie. Oui. Merci Denis. Alors effectivement, Trace, on est un groupe média international. Ce qui nous porte, c'est les communautés afro-urbaines caribéennes. Et aujourd'hui, on est présent dans 180 pays avec 25 chaînes de télévision. Et effectivement, en fait, le fil rouge chez Trace, c'est l'Afrique, c'est les communautés afro-urbaines caribéennes. On a souhaité alors accompagner les talents, déjà par le biais de nos médias, en les valorisant sur nos antennes et sur nos plateformes, et en leur donnant accès à des territoires auxquels ils n'auraient pas accès sans nos médias. Et puis aujourd'hui, on a décidé d'accompagner la réussite de ces talents et des talents africains notamment, effectivement, territoire où on est présent, grâce à un projet qui s'appelle Trace Academia. Alors Trace Academia, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme qui nous permet de donner accès à notre public de façon gratuite à des parcours métiers, à des parcours inspirants, et pour valoriser déjà les métiers, faire connaître ces métiers et les accompagner dans leur réussite professionnelle. On a aussi, et d'ailleurs, on travaille beaucoup avec la SACEM actuellement sur des parcours autour des industries culturelles et créatives. On est en train de travailler sur une cartographie des métiers, notamment. On est en train de travailler sur le métier d'auteur-compositeur parce que, comme l'a dit Tchaye, il y a énormément de talents qui aujourd'hui ont très peu accès à leurs droits d'auteur. Et c'est important pour qu'ils vivent de leur art d'avoir ces droits d'auteur. Donc on essaye de les accompagner au mieux, donc via ce type de projet. Et puis on va aussi un petit peu plus loin, puisqu'on a après accompagné en sensibilisant notre public et en les formant, on leur donne accès à une plateforme de services qui permet d'être distribué éventuellement dans le monde entier, et qui permet de réaliser leurs clips pour être visibles ensuite sur nos médias.
Merci Virginie. Moi, ce que je retiens de nos échanges, parce que malheureusement le temps nous est compté, j'aurais bien fait 40 minutes avec vous, mais les intervenants du deuxième plateau risqueraient d'être mécontents. C'est que finalement, ce qui est en train de se construire, c'est véritablement une nouvelle filière très, très importante par rapport effectivement à cette jeunesse africaine extrêmement créative et qui est un travail qui a été déjà largement entamé et largement fait sur la pédagogie auprès des créateurs, parce qu'il faut qu'ils deviennent aussi entrepreneurs s'ils veulent vivre de leur art, et puis auprès des pouvoirs publics, parce que là aussi, il faut un moment des cadres juridiques, de l'appui, des systèmes qui permettent tout ça. Juste en un mot, un, deux, trois, en un mot, aujourd'hui, comment vous sentez la dynamique? Positive, négative? Il y a de gros freins encore à lever? Juste, dites-nous, s'il y a un frein à lever, qu'est-ce que ce serait, par exemple? Cahier. Encore une fois, la question de la propriété intellectuelle reste l'éléphant dans la pièce, comme diraient les anglo-saxons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les acteurs, tant publics que privés, tant locaux qu'internationaux, ont vraiment envie que les choses se débloquent sur le continent. Donc aujourd'hui, on a vraiment un travail d'équipe qui se fait. C'est pour ça que nous retrouvons notamment aux côtés de Trace, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, parce qu'il y a des initiatives qui sont pertinentes. Et donc, on a Trace Academia qui propose ce niveau de formation, donc à de la jeunesse connectée sur le continent. Nous, on s'en saisit tout de suite, quoi, parce que il faut vraiment avoir une vision, encore une fois, globale. Il faut avoir une action intégrée. Donc, pouvoir toucher cette cible spécifique via cet acteur prescripteur qui est Trace, c'est vraiment important pour nous, pour que les artistes émergents et leur environnement professionnel puissent comprendre toute la chaîne de valeur, comment naviguer, encore une fois, dans cet écosystème. Il y a le droit d'auteur, mais c'est important qu'ils puissent embrasser toute la chaîne de valeur Toutes les problématiques. voilà, pour comprendre les métiers de la musique et pour pouvoir justement mieux se positionner et avancer. Merci, Donc, Tchaye. Merci. Nourine, un mot de conclusion? Bon, je pense que la dynamique pour nous, elle reste positive. Cependant, je pense qu'il y a peut-être le besoin de faire plus de collaboration, plus de partenariats, parce que c'est ça ce qui va vraiment aider à aller plus loin Ok, et non pas plus le vite. jeu collectif. Oui, c'est ça. Virginie? Non, je pense que tout a été dit. Effectivement, pour moi, c'est vraiment un jeu collectif. Et d'ailleurs, Trace Academia, aujourd'hui, s'appuie sur le collectif, puisqu'on travaille nos parcours grâce à nos partenaires et qui sont experts de leur métier. Et nous, on vient rajouter cette brique edutainment, parce qu'effectivement, on a une connaissance de nos cibles, on sait quel langage utiliser pour les accrocher. Et voilà, et c'est que comme ça, effectivement, qu'on peut réussir à aller vers le haut et faire en sorte qu'on évolue. Merci Virginie. Merci beaucoup. Voilà pour ce premier plateau. Merci, merci à tous les trois. Cinétech, je retiens. Je retiens. Merci. À plus.
Ah, ça démarre tout de suite, pas de jingle. Ok, très bien. C'est reparti donc sur un deuxième plateau sur les ICC, les industries culturelles et créatives, avec 3 nouveaux intervenants. En commençant tout au bout par ma droite, Romain Sombré d'MCIA, d'MCES, pardon. En plus, je connais que toi. MCES, le e-sport, et on va voir comment le e-sport fait aussi partie de ces ICC. Notre ami Charles Houdard de l'AFD, une grande dame que tout le monde connaît, mais peut-être pas sous tous ses aspects. Et puis Naïm Zirouel de Synergy Family, qui a des choses à dire sur le talent. Le talent. Charles, je vais te donner la parole en premier, justement, parce que tout le monde connaît l'AFD, tout le monde croit connaître l'AFD. On connaît l'AFD dans son action dans les infrastructures en Afrique, on connaît l'AFD sur ses grands projets de coopération en Afrique. Peut-être qu'on connaît moins l'AFD dans son rôle par rapport aux ICC. Si tu peux nous en dire quelques mots. Tout le monde connaît mal l'AFD et voilà, au-delà des secteurs classiques d'intervention d'une agence de développement, qui sont l'éducation, la santé, l'énergie et les transports, l'AFD s'intéresse aussi à des nouveaux territoires, des nouveaux secteurs qui sont aujourd'hui cruciaux et on compte l'industrie culturelle et créative, le sport. Et depuis 2017, l'agence française est active sur ces secteurs-là. On accompagne, on finance des projets sur les ICC, essentiellement en Afrique, mais aussi en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie. C'est aujourd'hui plus de 160 millions de financements en subvention ou en prêt sur soit des infrastructures, on finance des équipements culturels, des musées, des cinémas, des centres culturels, sur bien sûr l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on peut pousser les entrepreneurs à développer leurs projets, mais également comment est-ce qu'on amène les fonds d'investissement, les banques à s'intéresser à ce secteur qui a été longtemps délaissé. Sur les politiques publiques, sensibiliser les États à l'importance d'un cadre réglementaire stimulant. Monsieur Oui, on en Occhio parlait avec de la la SACEM. SACEM en a parlé, c'est crucial. Et puis sur la formation, le renforcement de capacité, l'accompagnement des acteurs de terrain. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est assez actif via des formations techniques. On finance une école de formation au métier du jeu vidéo à Nairobi, à Johannesburg, une école de cinéma sur les métiers de la post-production au Sénégal, donc des choses très concrètes. Et puis aussi des dispositifs d'accompagnement sur un peu les soft skills, la capacité à innover, la capacité à co-créer, et comment est-ce que ces compétences peuvent se transformer en action. D'accord, donc tu m'arrêtes si j'ai mal compris. Plusieurs actions, des actions dans un rôle relativement classique de l'AFD sur les infrastructures, mais cette fois appliquées aux ICC. Et puis des actions de formation et de portage sur les individus, entre guillemets, sur les artistes ou les groupes d'artistes. Est-ce que vous financez par exemple des festivals, des choses comme ça? Alors nous, on va intervenir en amont de la chaîne de valeur. Donc on va être là pour structurer l'écosystème et faire en sorte que cet écosystème puisse générer une activité culturelle riche, des festivals, des artistes qui peuvent créer, qui peuvent vivre de leur art. Et donc on travaille aussi en complémentarité avec d'autres acteurs français bien connus, comme l'Institut français, comme les Alliances françaises, etc. Mais c'est vrai que nous, on va se situer plutôt sur la structuration du secteur et on va laisser les questions de création, de diffusion, de distribution à d'autres acteurs. On va mettre les acteurs en capacité d'agir et donc c'est pour ça qu'on accompagne aussi des partenaires français qui travaillent sur ce terrain-là, en Afrique notamment. Vous créez le contexte favorable. Exactement. Ok. Tu as évoqué tout à l'heure les jeux vidéo. Donc là, Romain me voit arriver, évidemment, parce qu'on parle jeux vidéo, on n'est pas très loin de l'e-sport quand même. Et moi, j'aimerais bien, Romain, que tu nous racontes un peu ton histoire, parce qu'elle est assez révélatrice, et puis parce que tu as un fort lien avec l'Afrique, que tu y étais, que tu y retournes. Et je voudrais que tu nous expliques en quoi aussi ce e-sport, qui est une sorte de nouveau monde, prend de l'ampleur en Afrique, Romain. Avec plaisir, oui, effectivement, quand on parle de jeux vidéo, on est très très proche de l'industrie et de l'e-sport, hein. Les jeux vidéo, juste pour rappeler, dans le monde des industries culturelles et créatives, c'est le marché numéro 1, avec plus de 135 milliards aujourd'hui qui sont générés chaque année par l'industrie du jeu vidéo. Et c'est une industrie qui va doubler dans les 5 ans qui viennent. Donc, on parle d'un phénomène qui dépasse de très loin le cinéma et la musique confondus.
et qui est mondial, avec des différences bien sûr selon les continents. Alors pour revenir un peu sur mon parcours, ce qui moi, j'ai vécu en Afrique il y a quelques années maintenant, plutôt dans le monde du sport et du sport à impact et comment on utilise l'outil sport comme un prétexte. Là, je réutilise des termes de synergie, mais comment, voilà, dans cette ingénierie du prétexte, le sport peut être utilisé. Et pas mal de choses au Sénégal, d'ailleurs, financé par l'AFD à l'époque, un projet avec d'anciens champions du monde 98 qui s'appelle Diambar. C'est le petit Bemba Dieng qui a mis un retourné extraordinaire l'autre jour. Tout ça a démarré il y a 20 ans. Et puis depuis quelques années, plutôt dans l'e-sport, donc la pratique compétitive du jeu vidéo, et comment on peut utiliser cette nouvelle passion qui dépasse aussi, elle, parfois le sport dans certains pays, et qui est encore une fois un prétexte extraordinaire pour amener vers l'éducation, le sport, la musique, la culture. On peut mélanger tout ça en fait. Les industries, elles sont pas en silo. Un jeune aujourd'hui, il joue aux jeux vidéo en Afrique sur son téléphone, bien sûr, à Free Fire, puis il écoute de la musique, et puis il va voir un film, et puis voilà. Donc c'est comment on arrive à hybrider ces choses-là en les fédérant, quoi. Est-ce qu'on n'a pas quand même, parce qu'on est Emerging Valley, on parle de tech, est-ce qu'on n'a pas un problème par rapport à ça sur l'Afrique? Je pense au débit, par exemple. Il y a des jeux vidéo, enfin, je ne suis pas un spécialiste, Ouais, mais non, qui mais demandent du débit. Les compétitions demandent du débit. Comment on fait? il y a effectivement un problème de débit. Il y a d'abord un problème d'éditeur de jeux. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de studios, même si vous en financez, et je suis ravi, mais il y a peu de studios très connus qui développent des blockbusters au niveau du jeu vidéo. Donc déjà, il y a une industrie à développer autour du développement des jeux vidéo. L'installation des serveurs sur place aussi, qui aujourd'hui n'existe pas. Donc un Africain aujourd'hui qui voudrait devenir champion du monde d'un jeu X ou Y va avoir beaucoup de difficultés parce qu'il va avoir un serveur qui est plus loin, donc une connexion qui est moins rapide, qui est plus lente, et donc il ne pourra jamais émerger en fait dans un monde professionnel de l'e-sport. Donc il y a ces défis-là bien sûr à amener. Après, les Africains sont très forts pour trouver des solutions et sont très malins. Donc sur le jeu mobile par exemple, ils sont très forts sur un jeu particulier qui s'appelle Free Fire, un jeu très très développé dans les pays émergents. Donc là, il y a toujours de la créativité aussi qui se crée par le manque d'infrastructures. Oui, ça, c'est vrai qu'en Afrique, on sait faire, on est résilient et on est créatif. Donc les solutions, elles se trouvent. Naïm Synergy Family, on parle des talents africains. Toi, tu es un spécialiste des talents. Et je sais qu'en plus, tu as ça dans le cœur. Tu peux nous expliquer un petit peu à la fois Synergy Family et puis votre nouvelle aventure africaine, puisque vous commencez à travailler. Tu reviens il y a quelques semaines du Cameroun où tu as vécu des choses assez incroyables. Voilà, je voudrais que tu partages tout ça avec nous. Écoute, merci. Oui, en effet, je suis docteur en talentologie. Je suis Naïm Zriwel, directeur général adjoint de Synergy Family. J'ai 39 ans. Je voudrais dire juste une chose d'abord, c'est que moi j'ai mal démarré ma vie. Donc à 15 ans, j'ai décroché de l'école. J'ai fait pas mal de bêtises. Et en fait, finalement, c'est le rap, c'est les cultures urbaines et c'est le hip-hop qui m'a donné ma première lumière. Et même si j'ai fait des bêtises, j'ai eu pas mal de chance parce qu'en fait, finalement, il y a deux choses qui m'ont permis de rebondir et de vraiment démarrer ma vie et de la construire. C'est les expériences que j'ai vécues grâce à la culture et à la créativité, mais c'est aussi les personnes que j'ai rencontrées. Donc les personnes que j'ai rencontrées qui ont changé quelque part ma perspective, puisque j'avais la confiance dans les chaussettes, un jeune adolescent en difficulté. Et en fait, finalement, en mettant le doigt sur mon talent, j'ai compris que je pouvais construire. Et j'ai compris que je pouvais construire notamment d'autres choses, par exemple des études, une carrière, une famille, des impôts, une maison, un crédit, enfin voilà, un homme respectable. Et cette digression, pourquoi? Parce que finalement, ça représente tout ce qu'on fait à Synergy Family. Notre sujet numéro 1, c'est l'épanouissement. Et en fait, finalement, puisqu'on parle d'ICC ce soir, j'aimerais dire que finalement, le monde est parsemé de menuisiers qui s'ignorent. Si tu touches pas du bois, tu peux pas savoir si tu es menuisier. Et si tu touches pas un piano, si tu touches pas une peinture, si tu touches pas du montage vidéo, si tu touches pas le graphisme 3D, tu sais pas si tu es fait pour ça. Et notre premier sujet, en France et en Afrique, c'est de faire vivre des expériences. Et ça, c'est un énorme levier. Et ce qu'on fait à Synergy Family, nous, on est une start-up d'innovation éducative qui a grandi très vite, qui est passée de 2 à peu près 580 collaborateurs ou membres de la famille en l'espace de 4-5 ans. Et on s'est construit uniquement sur cette vision optimiste et sur le fait que tout le monde a un talent, une envie ou un rêve, et que c'est là-dessus qu'il faut travailler l'essentiel de notre matière éducative, sociale et inclusive.
On a créé l'épopée récemment, donc il y a le village de l'innovation éducative, en plein cœur des quartiers nord de Marseille. Dans laquelle MCES d'ailleurs est implanté. Exactement. Il me disait quelque chose, ce monsieur. Et vous avez parlé en effet de nos expériences en Afrique. La première chose, c'est de dire que, en fait, finalement, on est attiré par l'Afrique pour une raison simple, c'est qu'il y a énormément de talents là-bas. Il y a des talents, et ça paraît bateau de le dire, mais au Cameroun, c'est extrêmement frappant. Nous y sommes allés en effet dans un cadre particulier, mais j'ai rencontré des jeunes et des adolescents. On a organisé un parcours de basket. On a appelé ça une expérience de sport impact. Et j'ai été assez marqué par une petite expérience parce qu'en fait, finalement, pour faire court, c'était une expérience sportive, mais dans laquelle on parlait de leurs talents et de leurs envies. Et il y a une jeune fille qui, finalement, lui a demandé quel était son rêve pour demain. Et en fait, elle n'avait pas un rêve, elle en avait deux. Et je trouve que ça représente assez bien la jeunesse chez nous et la jeunesse africaine. On a toujours deux rêves, un rêve pour soi et un rêve pour les autres. Et elle m'a dit, moi, je voudrais être joueuse NBA, parce que sa passion, c'est le basket. Mais elle m'a dit, je voudrais avoir comme super pouvoir l'électricité. Alors, j'ai pas très bien compris. Je lui ai dit, comment ça, tu veux devenir une Avengers? Elle m'a dit, non, elle avait 15 ans, donc elle s'exprimait avec ses mots. Et c'était assez mignon, mais elle m'a dit, moi, dans mon village, ce que j'aime faire, c'est réparer l'électricité, j'aime toucher les fils, etc. Et je voudrais devenir ingénieur en électricité pour pouvoir mettre la lumière dans tous les villages autour. Elle, son talent, c'est le basket, mais c'est aussi son altruisme. Et on a pas mal de projets à venir en Afrique, au Cameroun, et notamment cette semaine, nous avons la chance de recevoir la ministre de la Jeunesse du Sénégal, qui vient visiter l'épopée, avec pas mal de projets en perspective pour le Sénégal aussi. Merci Naïm. Donc Cameroun, Sénégal. Romain, tu t'es implanté au Maroc récemment? On a ouvert effectivement, à Casablanca il y a un peu plus d'un an maintenant. On a une quinzaine de joueurs professionnels qui sont là-bas, qui font du contenu aussi sur des plateformes de streaming, qui sont différentes de l'Europe d'ailleurs. Ce n'est pas les mêmes plateformes de diffusion, ils utilisent plutôt les plateformes d'Asie. Donc on voit aussi que si nous, on ne va pas là-bas, d'autres y sont déjà. Et puis on a aussi une académie qui, pour des personnes en capacité de se l'offrir, peuvent mettre leurs enfants et travailler l'aspect plus éducatif de l'e-sport, avec des programmes qui mélangent le sport et l'e-sport le mercredi, le week-end, pendant les vacances scolaires. C'est ça qui est pour moi très spécifique sur les ICC, c'est que c'est un secteur économique, c'est une filière économique, c'est du business, mais c'est au-delà, ça touche aux valeurs, ça touche au comportement, ça touche à l'éducation. On est presque dans la philosophie quand on écoute Naïm. L'AFD, prochain projet, prochain grand axe? Travaille sur beaucoup de choses en ce moment, mais effectivement, on aimerait pouvoir travailler sur la question des tiers-lieux culturels. Ici, Marseille, c'est une terre particulièrement riche. Riche en tiers-lieux. Riche en tiers-lieux. Il en existe aussi sur le continent africain et on croit en des dynamiques et des collaborations et des ponts à construire entre Marseille, la région sud et le continent africain sur cette question des tiers-lieux culturels. Comment ces tiers-lieux peuvent être des endroits où se cristallisent les dynamiques locales du territoire, sur des questions économiques, sur des questions sociales. Et donc, voilà, c'est un des sujets sur lesquels on est concentré en ce moment. Comment mettre en réseau et faciliter les collaborations. C'est le rôle de l'AFD. Nous, on n'est pas là pour faire, on est là pour faciliter et rendre possible. Alors, tu parles de tiers-lieux, je fais une petite aparté presque personnelle, en tout cas pour Africa Link. Il faudra qu'on se parle, Charles, parce que nous, on a un projet de création d'un tiers-lieu ici à Marseille qui s'appelle Africagora, pour symboliser ce lien entre ce territoire Aix-Marseille-Provence, région sud, et l'Afrique, qui est un lien historique, qui est un lien culturel, qui est un lien de business. Mais cet Africagora que l'on fera à Marseille, un tiers-lieu dédié à l'Afrique, on veut aussi ouvrir des Africagora en Afrique, donc des tiers-lieux qui permettent aux talents de s'exprimer et au business de se faire, parce que nous, on lie les deux, hein, on est très business chez Africa Link. Juste peut-être une dernière question à chacun. Aujourd'hui, quel est pour vous le principal frein pour développer ces ICC qui sont si importantes
pour structurer les territoires. Romain, peut-être? Afrique, hein. Oui, en Afrique. Bien sûr. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même les infrastructures. En Afrique, parce que chez nous, les freins, il y en a trop. Ouais, il y en a Ouais, on va dire quelques-uns. ça. Mais bon. Allez, en Afrique. Non, je pense qu'il y a un problème quand même de réseau, hein, on en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des solutions qui sont trouvées, mais si l'Afrique veut devenir un acteur important de l'e-sport dans les années qui viennent, pour vous donner un exemple, le pays le plus développé dans l'e-sport, c'est la Corée du Sud. Si vous allez en Corée du Sud, c'est connecté de partout. Voilà. Donc il y a quand même un problème d'infrastructure pour l'Afrique, mais voilà, dans les années qui viennent, ça devrait le faire. Et puis après, accompagner tout ça par de la formation, de l'éducation, avec l'AFD, voilà, ce sera avec plaisir. Charles? Les problèmes, ils sont nombreux, mais c'est mieux de parler de ce qui n'est pas un problème, de ce qui fonctionne. Donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est de faire confiance aux partenaires sur place, de ne pas vouloir être dans le contrôle permanent, et de sortir un peu de la temporalité des projets, 1, 2, 3 ans, où on fait des livrables, faire des coups. Et je pense qu'il faut parfois lâcher un peu la bride, financer quand c'est nécessaire, accompagner, mais laisser les gens sur place faire et mener leur chemin. Laisser les gens sur place faire et favoriser le Sud-Sud. L'Afrique pourrait par les Africains. Moi, j'y crois très fort, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est valable aussi pour les ICC, je pense. Et c'est un des points sur ces tiers-lieux. C'est comment est-ce que les tiers-lieux qu'on va essayer de structurer, de mettre en réseau, peuvent venir ici et nous apprendre 2-3 trucs. Naïm, ton mot de conclusion. Je ne vais pas te demander les freins parce que toi, tu es un homme positif, tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc, comment tu vois la suite? On remarque que Charles aussi est très positif, a refusé de répondre sur la question des freins. Il a bien fait finalement. Il représente bien le campus AFD comme ça. Oui, je ne peux pas parler des freins parce que c'est une déformation professionnelle. Finalement, je trouve qu'il y a des connexions à faire qui sont inédites et des alliances qui sont inédites. Charles parle des tiers-lieux. Créer des tiers-lieux protéiformes où les ICC ont une place forte, mais où on peut y trouver aussi des entrepreneurs, des startups de la tech, des entrepreneurs sociaux, des associations. Et c'est ce qu'on a fait à l'épopée, c'est ce qu'on compte faire, c'est l'un des sujets, notamment au Cameroun. Et pourquoi ce qui est puissant dans les industries créatives et culturelles, si on focus sur les problèmes, les freins, les moyens, etc., c'est toujours les mêmes sujets, les modèles économiques, les infrastructures, etc., finalement, les solutions, elles sont aussi dans le partage. Prenons le monde de la formation professionnelle. Ce que fait Trace Academia, par exemple, avec l'edutainment, c'est-à-dire prendre toute la puissance des cultures urbaines et tout le dynamisme qu'il peut y avoir dans les ICC pour le translater dans le monde de l'innovation éducative, c'est ce qu'on porte. Et je crois qu'une unité de lieu où un professionnel de l'innovation éducative vit à côté d'un artiste et se voit tous les jours et crée des projets ensemble, nous on le fait, on intègre des compagnies théâtre dans le design pédagogique de nos formations pour adultes. Et ça marche, et ça permet à des artistes de se rémunérer, du coup de financer leur passion. Et en fait, tout ça, ce sont des synergies, sans mauvais jeu de mots, qui sont absolument à développer. Donc, l'autre aspect, c'est finalement quel lien on peut faire entre les ICC et les grands problèmes de société que rencontre la jeunesse de l'Afrique. Je pense que ça a dû être dit au moins 18 000 fois aujourd'hui, mais le berceau de la jeunesse, le continent de la jeunesse, c'est l'Afrique. Finalement, les ICC, ce sont des moyens extrêmement puissants pour travailler sur des thématiques. Et quelque chose qui m'a marqué quand je suis allé au Cameroun, c'est une compagnie de théâtre qui a monté une pièce sur le roi de Douala, avec comme dimension profonde d'essayer de redonner l'histoire, de faire en sorte que les jeunes Camerounais se réapproprient l'histoire du Cameroun à travers les grands personnages, ont utilisé l'art, mais ont dépassé largement leur mandat d'artiste finalement. Et ont adressé quelque chose de plus grand. Nous, on travaille avec notre compagnie théâtre sur les violences faites aux femmes. L'art est un vecteur puissant pour éveiller les consciences. Et en fait, si je devais conclure avec une grande solution, puisque je suis un homme optimiste, oui, allions-nous pour créer des tiers-lieux avec les assos locales, avec les structures, des tiers-lieux qui appartiennent aux structures locales, qui vivent ensemble, qui construisent ensemble et qui répondent aux grands défis de demain ensemble. Merci Naïm, tu nous offres une conclusion parfaite. Et du coup, Africagora, faisons-le d'abord en Afrique. Ensuite, on le fera à Marseille. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.